Mesdames et messieurs, bonsoir. Sur la brèche ce soir, une grande figure du monde des médias et de la communication au Burkina Faso, le professeur Serge Théophile Balima. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors, un baccalauréat en philosophie et lettres, un cursus universitaire dans les années 70 en France, notamment à Strasbourg, puis à Bordeaux, dans le domaine du journalisme où vous obtenez vos doctorats, notamment en sciences de l'information et de la communication. Vous avez touché en dehors du journalisme à beaucoup d'autres domaines pendant vos études, nous allons y revenir. D'abord, professeur, pourquoi le journalisme à un moment où peut-être le pays avait plus besoin d'ingénieurs pour élever les défis du développement? Bon, je vous dirais que, en fait, lorsqu'on était en classe terminale, on nous demandait de faire des choix pour la poursuite des études supérieures. Alors j'avais choisi premièrement le journalisme, deuxièmement le droit. Et tout compte fait, on m'a d'abord affecté en droit, puis ensuite, bon, tergiversation en tergiversation. Au dernier moment, on m'a dit, vous allez à Strasbourg pour faire des études de journalisme. Je crois que le pays en avait besoin parce que les journalistes, à l'époque, formés de façon universitaire, ça n'existait pas. Parce qu'au départ, on avait des lecteurs de dépêches qui étaient assimilés à des journalistes, mais en réalité, une formation complète, achevée, avec un niveau universitaire, ça n'existait pas. Alors nous avons eu quelques dévanciers dans ce domaine-là, notamment Paul Ismaël Ouedraogo, que j'ai retrouvé en France avec le regretté Émile Bassonneau, qui était également à l'université de Strasbourg. Donc c'est comme ça que nous avons effectué ces études-là. Vous étiez un peu des pionniers, disons. Oui, on peut dire comme ça. Après, ces aînés dont je viens de parler, sur le plan universitaire, j'entends, nous étions effectivement parmi les pionniers. Alors, au-delà du journalisme, pendant vos études, je vois que vous avez touché à beaucoup d'autres domaines. Bon. Pourquoi cette, entre griffes, frénésie pour les études, au moment où peut-être c'était plus simple de vous retrouver rapidement commis de l'État quelque part avec un salaire à la fin du mois? Bon, je dois dire que c'est parce qu'à l'époque, on était un peu friands des études. Et on était, moi, j'avais beaucoup d'admiration pour les intellectuels. Et je ne citerai pas de nom ici, mais je connais des intellectuels qui m'ont vraiment impressionné quand j'étais étudiant. Et j'ai cherché à être comme eux, c'est-à-dire avoir une très bonne culture générale. Et je trouvais que la formation pluridisciplinaire que le journalisme nous imposait m'a amené à aimer l'histoire. Donc j'ai fait une licence d'enseignement en histoire contemporaine parce que je me suis dit qu'on ne peut pas expliquer l'actualité en dehors des pesanteurs socio-historiques. Bon, lorsque je suis arrivé à Bordeaux, j'ai été impressionné par l'Institut d'études politiques et là je me suis inscrit pour préparer ce qu'on appelle à l'époque, c'était le certificat d'études supérieures africaines délivré par l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Et là, je me suis intéressé à la structure et à l'organisation des systèmes politiques africains. Et tout cela m'a servi, je crois, quand je suis arrivé, comme journaliste, je me suis intéressé beaucoup à l'actualité internationale, où j'étais un des commentateurs qui expliquait un peu les chevaux assez complexes, n'est-ce pas, des pouvoirs et de la géopolitique internationale. Et comment se passaient les études? Parce que bon, vous étiez des jeunes noirs, voilà, en France. Comment ça se passait au moment où c'était pas évident? Est-ce que tout s'est bien passé en termes d'intégration, en termes, en tout cas, d'image que vous projetiez sur vos camarades qui étaient là-bas, des Français? Pas toujours, parce que c'était parfois difficile, notamment à Strasbourg en particulier, où il y avait un accent relativement raciste qui persistait beaucoup dans cette université. Je me souviens bien qu'à certains devoirs que nous produisions, un professeur pouvait écrire « excellent devoir, mais est-ce de vous ?» Et il vous met par exemple 8 sur 20. Alors vous êtes frustré, vous dites c'est pas normal, etc. Il estime que comme vous êtes noir, venu d'un petit pays comme le Burkina Faso, vous ne pouvez pas faire preuve d'autant de... Voilà. Et il nous demandait quelquefois, mais qui vous a appris à écrire comme ça, ou qui vous a appris à parler comme ça? Qui était votre professeur? On ne le connaît pas, etc. Bon, en fait, ils avaient une vision du monde qui était lamentable, parce qu'ils ne voyaient que les frontières de l'Hexagone, alors qu'en réalité, nous étions aussi bien formés que les petits Français. Alors, au-delà de cela, est-ce que c'était quoi le journalisme à cette époque-là, au Burkina Faso? Alors, le journalisme était, à mon avis,
un métier, on va dire, assez valorisant. Parce que rapidement, on tombait dans le végétariat, surtout quand on faisait l'audiovisuel. Et rapidement aussi, c'était un métier qui vous mettait dans l'antichambre des différents pouvoirs qu'il y avait au Burkina Faso. Si bien que les premiers journalistes ont d'ailleurs, dans leur majorité, si vous faites un peu la cartographie socio-historique, vous allez vous rendre compte que beaucoup de journalistes ont vite accédé à des fonctions politico-administratives ou à des fonctions politiques tout court. À cause de l'exposition. À cause de l'exposition et de la proximité avec les acteurs du pouvoir. Parce qu'ils, lorsqu'ils découvrent que vous avez quelque chose dans la tête et que vous pouvez leur expliquer un certain nombre de phénomènes du monde et de la société, bon, rapidement, beaucoup se laissaient séduire et vous faisaient des propositions rapidement alléchantes. On dit que le journalisme mène à tout. À condition d'en sortir. D'en sortir. Alors, professeur, dans les années 79-80, donc, vous rentrez au Burkina Faso, vous êtes à la télévision nationale. Pourquoi la télé? Vous auriez pu aller à la radio ou bien à la presse écrite. Pourquoi la télé précisément? Bon, alors à l'époque, nous étions dans le système du fonctionnariat. Donc, en fait, je n'avais pas de préférence particulière. Quand je suis rentré, je me suis mis au service de l'État. Et le ministre qui était là à l'époque a dit, bon, vous allez aller à la télévision parce que c'est une jeune télévision où il n'y avait pas encore de journalistes vraiment attitrés. Il y avait des présentatrices, c'est vrai, mais qui ne faisaient pas du journalisme en tant que tel. Donc on m'a demandé d'aller pour faire mes premières armes professionnelles à ce niveau-là, et je l'ai fait, je crois, avec beaucoup de plaisir. Alors, vous êtes venu à la télé, reporter, présentateur, rédacteur en chef, directeur plus tard, nous allons évoquer un peu tout cela, mais déjà présentateur à l'époque. Ah, c'était agréable, c'est l'une des phases les meilleures de mon existence, parce que les gens étaient très sympathiques avec moi quand j'étais présentateur. Ils m'accordaient beaucoup de facilité dans la société lorsque je me déplaçais. Et je me souviens bien que assez souvent, à la fin de mon journal de 20 heures, il y avait des personnes très gentilles qui venaient, comme en pèlerinage, pour me voir de visu, me serrer la main et m'inviter chez eux pour m'avoir à leur côté pour expliquer un peu le fonctionnement de l'actualité, etc. Je me souviens bien que c'était un moment très très important pour moi, j'ai beaucoup aimé. Et quand j'ai quitté la télévision, je puis vous assurer que j'ai versé des larmes parce que vous savez comme moi que ce métier il est particulièrement attachant. On ne quitte jamais la télévision sans regret, ce n'est pas possible. Parce que l'image a cette force de vous lier à votre public et de vous rendre dépendant de ce public-là. Et ça, je me souviens bien, le divorce a été très difficile pour moi. C'était quoi le 20h à cette époque? Ah, le 20h comme la grande messe. Ah oui, le 20h c'était plus que la grande messe parce que d'abord, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient la télé et la télévision était regardée de façon collective dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de familles. Et ça fait que lorsque les gens vous apprécient, vous avez en fait une sorte d'aura, une sorte de mobilisation populaire pour vous. Et c'est vraiment très intéressant à l'époque. Donc c'était vraiment, la grand-messe, c'était vraiment bien. Ouais. Alors que vous dites que c'était à l'époque la grande messe, vous êtes venu d'études de la France. Les témoignages qui nous parviennent, nous de la jeune génération, nous disent qu'à l'époque il y avait une sorte de guerre des écoles, que ça faisait bien de venir de la France, comparativement à ceux peut-être qui ont fait leurs armes, soit au niveau local, ça vous donnait tout de suite un ascendant. Oui, mais bon, c'est vrai que certains ont essayé d'utiliser cette fibre-là, bon, mais en réalité, les arguments n'étaient pas... C'était une question de, comment dirais-je, la manière dont on était classé dans la fonction publique. Bon, quand vous rentrez, par exemple, avec une maîtrise, ce n'est pas la même chose lorsque les gens allaient à Dakar faire 2 ans de formation et ensuite ils allaient faire une 3e année de stage en France et au Canada. Ils rentraient, donc on peut comptabiliser 3 années de formation et les autres venaient avec 4 années de formation. Et si vous rentrez avec un doctorat comme ce fut le cas pour nous autres, bon, évidemment ça fait des années de formation supplémentaires. Alors certains ont même prétendu à l'époque, certainement par mes connaissances, que leur diplôme professionnel était l'équivalent d'un doctorat. Mais en fait, ils n'en comprenaient pas la dimension, mais ce n'était pas bien grave, c'est vite passé rapidement, on a vite géré ce moment-là sans aucun problème. Là, vous avez gravi les échelons, tous les échelons au niveau de la télévision du Burkina.
Je l'avais dit, reporter, présentateur, rédacteur en chef, directeur en 1983, si je ne m'abuse. Oui. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez la télé, ce qu'elle est devenue, l'audiovisuel public, quel est le regard critique par rapport à cette période? Évidemment, les choses ont beaucoup changé parce que vous avez aujourd'hui le numérique, vous avez aujourd'hui le téléprompteur. Bon, à l'époque, on n'avait pas cette machine qui permettait de lire directement le texte que vous avez rédigé en regardant les téléspectateurs. Donc, il fallait mémoriser une partie de votre texte et regarder frontalement le téléspectateur. Mais c'est un exercice qui était extraordinaire parce que ça demandait une forte concentration et une présence tout à fait totale. Et ça, c'était vraiment très excitant, je trouve. Parce que on entrait en spectacle comme on entre dans on va dire, comme dans une église ou dans une mosquée, parce que c'était vraiment sacré, ce moment-là. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité. Est-ce qu'on peut dire que ce n'est plus la même télé? Non, ce n'est plus la même télé. Vous avez maintenant une télévision, j'allais dire, de facilité. Bon, donc, il n'y a pas de souci. C'est plus facile d'être présentateur maintenant que par le passé, ça, assurément. Parce que la technique n'était pas aussi... Déjà évoluée. Les caméras, parce qu'à l'époque... Voilà, c'était noir et blanc d'abord. Ensuite, quand on a eu la couleur, c'était vraiment couleur basique. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, vous pouvez faire des effets spéciaux. Vous avez toutes sortes de techniques qui permettent de faire de la réalisation, des mixages très complexes. Mais à l'époque, c'était vraiment basique et c'était beaucoup plus naturel aussi, il faut le dire. Alors après cet épisode, disons dans votre parcours, vous êtes affecté à la présidence, si je ne m'abuse, oui. auprès donc du président Thomas Sankara. Nous sommes sous la Révolution. Déjà, est-ce qu'à l'époque, est-ce que c'est votre verve révolutionnaire qui vous a amené, en tout cas, à occuper ce poste-là aux côtés du président Sankara? Non, je ne pense pas. Vous savez, j'ai une tare dans ma vie, je n'ai jamais été vraiment un militant. Parce que, je vais vous dire, parce que les militants ne m'ont jamais bien inspiré, ils ne m'ont jamais donné de bonnes impressions. J'ai l'impression que la définition du militant que nous avons connu dans ce pays, je trouve ça appauvrissant. On appelle militant bien souvent pour certains acteurs politiques, lorsque vous avez la génuflexion très facile, quand vous avez l'échine très docile, facilement pliable, on considère que vous êtes militant. Si vous n'êtes jamais critique à l'égard de votre chef, on considère que c'est un militant, donc c'est un élément sûr. Moi, je ne suis pas de cette religion-là. Ça dit que, pour moi, le vrai militant, c'est le militant qui peut observer la distanciation, qui peut apporter des contributions, mais qui, de façon lucide, et qui peut dire, ici, je ne suis pas d'accord. Même s'il va avoir tort, il doit pouvoir le dire. Mais généralement, peut-être c'est une question de culture, je n'en sais rien en Afrique, mais d'une manière générale, les Africains n'aiment pas beaucoup ceux qui ne sont pas des béni-vivi. Malheureusement. Alors, vous n'étiez pas un béni-vivi auprès du président Thomas Sankara? Non, je pense qu'il m'a pris... Mais est-ce qu'il vous écoutait? Parce que bon... Bon, vous savez, Sankara était une personnalité tout à fait extraordinaire. C'est un homme d'une très grande sympathie. Et je puis vous assurer qu'on ne peut pas ne pas s'attacher à cet homme-là. Moi, je crois qu'il aimait bien mon affaire. Hein, lorsque j'étais présentateur, il venait me rendre visite souvent. Et il appréciait bien ma façon de faire. Mais il me disait, il m'appelait le Parisien parce que j'aimais les costumes. Donc il m'appelait les Parisiens, il me disait même comme ça en privé, vous êtes de ceux qui boycottent mon mot d'ordre, hein, le port du faso d'Anfani. Parce que je le portais quand j'allais au service, mais dans mon bureau, ben, j'avais mes costumes qui étaient là, et quand je finissais de travailler, je remettais mes costumes. Donc il considérait que je sabotais ses mots d'ordre. Mais il me le disait de façon sympathique, et puis ben, voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a appelé, parce que il voulait une bonne ouverture sur... les médias internationaux. Et j'étais en charge de ce volet-là, parce que nous étions trois. Il y a un qui s'occupait de la presse intérieure, la presse nationale, qui est hélas décédé. Et on était, il y avait un autre collaborateur qui lui s'occupait des questions idéologiques, qui est hélas décédé. Bon, moi je ne manipule pas très bien les questions idéologiques, je m'en méfie, parce que je trouve ça extrêmement, on va dire, explosif. Ok, mais comment ça se passait, cette collaboration-là, au quotidien avec... Bon, alors au quotidien, ce qui se passait, c'est qu'il fallait 2 fois dans la journée rencontrer le chef de l'État pour lui faire le point de l'actualité internationale en ce qui me concerne, avec évidemment des commentaires. Mais ce qui l'intéressait, c'est l'explication. Par exemple, il vous pose beaucoup de questions, ce qui était vraiment excitant sur le plan intellectuel.
Et ce qui est frappant, c'est que c'est un monsieur qui s'instruisait continuellement. Il vous disait, par exemple, de lui expliquer quelque chose. Vous lui expliquez, il vous écoute. Quand il n'est pas d'accord avec l'explication ou l'analyse, il vous le dit et vous discutez. Et si le temps arrive, parce qu'il a d'autres engagements, il vous dit, on se reprend demain sur cette question. Et ça, c'était vraiment intéressant de travailler avec lui. Mais d'une manière générale, cette période révolutionnaire, quelle était la place de la communication à cette époque-là? Alors, la communication était importante parce qu'à l'intérieur, parce qu'il faut faire un distinguo entre la communication politique qui était menée à l'intérieur, qui était confiée à des CDR, à des comités de défense de la Révolution, CDR géographiques, CDR de service, mais aussi avec le secrétariat national des CDR qui faisait de la mobilisation avec les femmes. La propagande. Enfin, c'est le mot qu'il faut employer en réalité, faisait de la propagande. Mais en réalité, comme je le disais à l'époque, les approches n'étaient pas des approches qui pouvaient s'installer dans la durée. Parce que c'était un peu des méthodes assez vieillissantes. Et lorsque vous constatez que les choses se passent ainsi, bon, ça ne pouvait pas vraiment durer parce qu'il y avait une dimension embrigadement qui est incompatible avec... Certains estiment d'ailleurs que si la révolution a tourné si court, c'est parce que le président Sankara était incompris. Est-ce qu'à ce niveau, la question de la communication ne revient pas? Bon, je dirais que le président Sankara lui-même, en fait, gérait très bien sa communication, mais il était en phase avec ses propres idées et il était aussi en phase avec l'objectif qu'il poursuivait. C'est-à-dire que c'est un homme politique qui a compris que pour qu'il retienne l'attention de tous les acteurs nationaux et internationaux, il lui fallait sortir des sentiers battus. Donc il n'était pas dans les propos convenus. Il n'était pas dans les bonnes convenances que l'on connaît lorsque l'on exerce le pouvoir d'État. Lui, il sortait de là. Et de ce point de vue-là, il devenait, si vous voulez, vous connaissez les règles de sélection de l'information dans la presse, il devenait un cas excitant, une originalité qu'il fallait absolument mettre en relief. Et de ce point de vue-là, il a réussi sa stratégie. Mais autour de lui, est-ce que les gens étaient en phase? Parce que, entre-temps, quoi qu'on dise, la révolution vers la fin avait commencé également à faire un peu des remous, voilà, au niveau de la société de façon générale, parce que tout le monde n'arrivait pas à suivre le rythme, si je peux le dire ainsi. Non, absolument, vous avez parfaitement raison. Parce qu'en réalité, bon, je pense aussi que le président Sankara, c'est vrai, dans son entourage, il y avait plusieurs catégories de personnes. Hein. Il y avait des excités, des illuminés du XVIIe siècle qui l'entouraient et qui pensaient qu'avec les discours, la phraséologie, on pouvait conduire le Burkina vers la terre promise. Bon, mais il y a des gens qui étaient plus sereins, mais qui étaient considérés comme de simples fonctionnaires, que l'on n'appréciait pas beaucoup et que l'on ne voyait pas beaucoup, etc. Mais il y avait aussi des personnes d'un certain âge quand même qui fréquentaient la présidence, auprès de qui Sankara s'informait. Mais le problème, c'est que sa personnalité ne pouvait pas être compatible avec les propos convenus, avec les méthodes conventionnelles, etc. Lui, il était assez iconoclaste. C'est un homme à part. C'est un homme à part, si vous voulez. Donc, c'est ça qui fait que tout compte fait, au fur et à mesure qu'on avançait, il s'isolait au fur et à mesure. Et c'était vraiment visible lorsque vous étiez à côté de lui. Vous sentiez l'isolement progressif qui se faisait, aussi bien à l'international qu'à l'intérieur. Alors, octobre 87 intervient donc la rectification. Et après cet épisode douloureux de l'histoire du Burkina, alors vous êtes nommé ministre de l'information et de la culture par le nouveau régime, le président Blaise Compaoré. Déjà, cette transition, comment elle s'est opérée entre voilà, le passage aux côtés du président Sankara sous la révolution et puis là? Alors, le passage a été difficile, vous en conviendrez, parce que c'est pas facile, vu les événements douloureux qui sont arrivés, etc. Ce n'était pas facile. Et comme j'étais conseiller à la présidence, j'étais très proche des chefs historiques de la Révolution, parce qu'ils travaillaient tous plus ou moins à la présidence, notamment le président Blaise Compaoré à l'époque. Il était à la présidence aussi assez souvent. Et donc, on connaissait tout ce monde-là. Donc, après ces événements, effectivement, bon, ben, il m'avait appelé pour demander la suite. J'ai dit, bon, je préfère continuer à me faire mon travail
comme chargé de communication tout simplement. Mais bon, dans les concertations avec les instances dirigeantes de l'époque, bon, je me suis retrouvé à gérer le ministère de l'Information et de la Culture à un moment où c'était extrêmement difficile parce que c'était pas facile. Mais j'ai fait de mon mieux. Je crois qu'il a beaucoup insisté pour que je garde ce poste-là, pour, selon lui, apaiser les différentes tensions qu'il y avait dans le domaine de la presse publique. Mais à ce moment, est-ce que tout de suite vous avez épousé les thèses de la rectification? Oui, on peut dire oui, parce que on voyait venir que le processus dans lequel le système était enclenché n'avait plus longue vie, hein, c'était clair. Parce que, comme j'aimais dire au président Sankara, vous travaillez chaque jour à augmenter le nombre de vos ennemis. Alors donc, quand il était content, exubérant, il me voit, il dit alors, le censeur, venez me voir. Après mon discours, qu'est-ce que vous pensez de mon discours? Et je lui disais, c'est un discours qui vous isole encore davantage, mais il s'entêtait continuellement parce que bon, il disait des vérités. C'est vrai que c'était des vérités qu'il disait, hein, c'est pas, mais c'est des vérités exprimées dans des cercles qui n'étaient pas convenus, soit sur le plan diplomatique, soit sur le plan de la souveraineté des États. Par exemple, vous ne pouvez pas appeler le peuple malien à se mettre debout contre son président. C'est assez... Voilà. Ou bien le dire pour la Côte d'Ivoire, le dire pour le Togo, etc. Donc, au fur et à mesure, quand on lui disait que ce n'était pas tout à fait à droit, bon, évidemment, il s'entêtait toujours. Il dit que c'était des vérités. Des vérités, oui, mais bon, le contexte ne s'y prêtait pas. Alors, cette page de l'histoire du Burkina, alors vous êtes ministre de la Communication. À l'époque, est-ce que vous n'étiez pas plutôt le censeur? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore le moment de la grande liberté de la presse, disons. Est-ce que vous n'étiez pas plutôt chargé de veiller à ce que les gens restent dans les rangs? Pas tout à fait, parce que comme il y avait la transition à faire, lorsque nous sommes arrivés, effectivement, et qu'on n'était pas des militants chevronnés, ce qui d'ailleurs m'a valu de perdre ce poste-là, parce que des gens disaient, voilà, Balima, il fait appel à ce qu'ils appelaient à l'époque les mauvais éléments. Parce que moi, je misais sur des gens que je trouvais compétents. Il se trouve que l'histoire m'a donné raison. Parce que tous ceux que moi j'ai nommés quand j'étais ministre, ils sont devenus tous, autant qu'ils sont, de grands ministres. Alors que quand je les nommais, il y avait des turiféraires sectaires qui disaient que je faisais appel à des gens qui n'étaient pas bien. Mais n'étaient pas du sérail. Voilà, qui n'étaient pas du sérail, ce n'étaient pas des gens engagés à fond, mais tout qu'on fait après, ce sont eux qui sont devenus les plus grands ministres du président Compaoré. Ben, ce sont des gens que moi j'ai appelé à mes côtés. Donc, que ce soit le ministre Kaoun, que ce soit les Juliette Bonkongo, que ce soit les Tiao et tout ça, tous sont des gens qui étaient à mes côtés pour travailler. Donc je suis fier d'avoir fait appel à toutes ces compétences-là. Est-ce que vous n'étiez pas, pour revenir à ma question, le censeur de l'information? Non, non, parce que ceux que j'appelais justement n'avaient pas l'esprit de censure. Ce sont des gens qui croyaient vraiment à la professionnalisation et qui utilisaient beaucoup d'intelligence pour faire le travail. Vous savez, la censure, lorsque vous la faites de façon brute, de façon stupide, évidemment, ça ne passe pas. Mais ce sont des gens qui avaient le sens de la responsabilité et qui savaient animer pour que les gens puissent travailler convenablement, mais ce n'était pas dans un esprit sectaire ou un esprit, non, pas du tout. Et vous connaissez tous ces personnalités dont j'ai parlé, y compris Mahmoudou Ouedraogo, qui était également un de mes amis et collaborateurs. Donc, ce sont des gens qui se sont imposés par la suite comme étant de grands esprits, et je pense que j'ai eu vraiment raison de... Surtout qu'on sortait d'une période où quand même, disons, le doyen des quotidiens était parti en feu. Ah oui. Alors, à ce moment, comment s'est opérée un peu la reprise sous votre... Alors, sous mon magistère, on va dire comme ça. Quand je suis arrivé, effectivement, le doyen Edouard Ouedraogo est venu me voir à plusieurs reprises dans mon bureau pour m'exprimer son intention de paraître du nouveau. Bon. Et moi, j'étais dans cet esprit, et dans un de ses ouvrages d'ailleurs, il a souligné l'embarras dans lequel je me suis retrouvé dans cette situation, à cette phase-là. Il a bien raison de l'avoir dit. Mais j'essayais de convaincre les dirigeants de l'époque qu'il fallait absolument ouvrir les vannes. Alors, libéraliser, voilà. Donc je me suis mis à rédiger d'ailleurs un
on va dire, un code de l'information qui était semi-libéral à l'époque, que j'ai proposé, mais évidemment, il a été adopté après moi, lorsque j'ai été appelé à d'autres fonctions, notamment à Paris. Donc, pendant ce temps, quand je lui demandais de patienter, il disait qu'il ne croyait pas à la patience, parce qu'il estimait que c'était encore une façon de le faire tourner en rond, etc. Il était pressé, engagé, et je comprends, je connais bien le grand frère Édouard, il est assez caractériel, et quand il croit à quelque chose, il s'engage à fond, et c'est une bonne chose pour lui. Et tout compte fait, il a fini par paraître, hein, en dépit de tout. Il y a eu beaucoup de concertation. On l'a reçu avec le regretté Salif Diallo dans mon bureau, qui lui a essayé de lui parler, etc. Bon, mais tout compte fait, ça s'est arrangé par la suite, quoi. Donc, voilà. Alors, après donc, votre passage à la tête du ministère de l'Information et de la Culture, vous êtes nommé ambassadeur du Burkina Faso à Paris, en France. Et en 92, quand vous êtes rappelé au pays, vous décidez de poser entre griffes vos valises à l'université. Alors, la question qui se pose, comment on quitte les honneurs de ministre, les honneurs d'ambassadeur, avec tout le protocole, et voilà, les salons feutrés, et puis on décide de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé, professeur? Alors, vous savez, moi je ne crois pas au destin, mais je crois à la destinée. Je vais dire que, pour moi, chaque personne que Dieu crée peut se forger sa propre destinée. Il ne faut pas toujours se laisser être à la remorque des puissants du jour. Il y a des moments où il faut savoir dire non, il y a des moments où il faut savoir dire oui. C'est ça pour moi un homme. Quand je suis revenu, j'ai réfléchi et vous savez, à l'époque, l'administration avait ses lenteurs. On fait 6 mois, on ne reçoit pas d'affectation. C'est vrai que je dois être, comment dirais-je, total dans ce témoignage parce que c'est vrai que le chef de l'État se souciait de ce que j'allais devenir et je sais qu'il m'aurait proposé des choses sans doute beaucoup plus intéressantes. Mais je me suis dit, je suis titulaire de 2 doctorats. Alors, dont un de 3e cycle, puisque je suis dans l'ancienne formule, et un de ce qu'on appelle une thèse doctorale d'État. Avec ce bagage, cette formation scientifique, je me suis dit, si je reste au ministère, par exemple, qu'est-ce que je vais devenir? Je ne peux pas dépasser conseiller, vous avez été ministre inspecteur, déjà. voilà, etc. Bon, alors, et d'ailleurs, les ministres, ils ne vont pas m'aimer. Ils vont tous me craindre pour des raisons que je ne comprendrai jamais, en disant, ce monsieur, il est gênant. Voilà. Donc, finalement, je me suis dit, la seule planche de salut pour moi, c'est d'aller à l'université, repartir à zéro en tant qu'assistant, malgré mes 2 thèses. Assistant, maître de conférence et professeur titulaire. J'ai accepté ce cursus et je l'ai fait avec beaucoup de bonheur. Je dois dire que c'est une des, on va dire une des phases de ma vie aussi qui m'a beaucoup plu. Parce que je suis arrivé à l'université à un moment où il n'y avait pas, cette spécialité n'existait pas à l'université. On avait des gens de lettres, des gens qui faisaient de la théatrologie, philosophie, lettres et linguistique, mais on n'avait pas quelqu'un dans les sciences de l'information et de la communication. Mais à l'époque, est-ce que l'enseignement supérieur était une priorité? Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous n'avez pas trouvé entre griffes un secteur qui n'était pas entre griffes, véritablement une priorité pour l'État, et donc où il n'y avait pas, qui végétait peut-être dans des conditions assez difficiles? Non, c'était comme une priorité l'enseignement supérieur, parce qu'on n'avait pas assez de cadres de haut niveau bien formés dans tous les secteurs de l'activité nationale. Donc je crois que c'était nécessaire, parce que vous savez, le journalisme, c'est quand même quelque chose qui conduit à l'éveil des consciences, on a beau dire. La fonction critique du journaliste, qui est fondamentalement liée, on va dire, à sa pratique professionnelle. Mais c'est très positif. C'est ça qui permet de réguler les différents pouvoirs. J'ai trouvé ça intéressant. Et je crois que j'ai passé une carrière exaltante à l'université, je dois l'avouer. Je n'ai pas toujours été compris par certains de mes collègues qui trouvaient que j'étais très sélectif, parce que j'ai refusé que le département de communication devienne comme un département de sociologie ou de lettres modernes où on entre en quantité chinoise. J'ai dit non, nous allons instaurer une sélection, ils sont 500 candidats, on n'en prend qu'une trentaine par an. Évidemment, ça a choqué les ministres de l'époque, les présidents recteurs de l'époque étaient choqués par cela, mais je me suis évertué avec beaucoup d'humilité
à leur parler avec pédagogie pour montrer la pertinence qu'il y a à rester sélectif. Et je crois que finalement, c'est entré dans les mœurs. Je me réjouis de cela. Et puis, on a pu créer des options qui n'existaient pas à l'université. Parce que lorsque vous avez une carrière à accomplir, il faut apporter quelque chose. J'ai essayé de créer des options qui n'existaient pas, mais qui n'étaient pas toujours non plus acceptées au départ. Mais aujourd'hui, ce sont les options les plus prisées. Mais on sait également qu'avant cette période, vous avez dirigé le CFPI, le Centre de formation professionnelle de l'information, où on faisait déjà également de la formation. Tout à fait. Alors, comment vous avez géré un peu ce grand écart là, entre le monde de la formation, disons, professionnelle, et puis donc, est-ce que ce n'est pas ce qui vous a amené justement à l'université à vouloir créer également quelque chose de professionnel tout de suite? Peut-être bien, mais tout ça faisant partie de mon bagage d'expérience, tout a conclu sans aucun doute à faire en sorte que je fasse le choix de l'université. C'est pourquoi d'ailleurs je suis resté fidèle à l'ISTIC, qui est devenu maintenant ISTIC, qui est une bonne chose parce que ça a évolué. Et je suis toujours, par exemple, je préside toujours le conseil scientifique de l'ISTIC. Et je me réjouis de cette collaboration. Tant qu'il s'agit de former des gens, aider les personnes à acquérir plus de compétences et plus de capacités, j'avoue que tant que j'ai des forces, j'apporte. Il n'y a pas de concurrence entre les deux écoles? Non, il n'y a pas de concurrence. Il ne faut pas vous en faire pour ça. Ne tombez pas dans cet esprit clanique. Tout concourt au même objectif. La preuve, vous êtes passé par l'ISTIC, et je vous sais brillant. Je connais des étudiants qui sont passés par mes soins, qui sont également brillants. Donc finalement, quand vous êtes brillant, quel que soit le moule dans lequel vous passez, votre compétence, en tout cas, peut toujours s'affirmer. Alors venons-en, professeur, au monde de l'information au Burkina aujourd'hui. Disons que le Burkina aujourd'hui est l'élève est le premier de classe, disons, en Afrique francophone en termes de liberté de presse. Tout à fait. Alors, on s'en réjouit, voilà, et chaque année, en tout cas, on se plaît à le répéter. D'abord, vous, quelle appréciation vous faites de ce classement du Burkina Faso? Moi, je veux vous dire, je suis de ceux qui s'honorent énormément de ce classement. Vous savez, je suis un formateur, et ce qui arrive ne me surprend pas. Il y a quelques années, je disais à mes étudiants, je sais qu'avec ce qu'on vous donne comme ingrédient et comme capacité, comme pluridisciplinarité, il n'y a rien à faire. Nous serons toujours les meilleurs dans la sous-région. Effectivement, je suis fier de la presse burkinabé parce que c'est une presse qui n'est pas excitée. Quand on est journaliste, on a une responsabilité sociale énorme. Est-ce qu'on a une presse professionnelle? Ah, quand même, oui. Ne soyons pas... Si vous demandez au prof que je suis, je ne suis jamais satisfait à 100%. On peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Mais je dirais que la note que je donne est déjà une note qui, au moins, la mention bien, je l'accorderai volontiers à la presse burkinabé. Et d'ailleurs, vous remarquez, lorsque Radio France Internationale fait sa revue de la presse, l'essentiel de cette revue de la presse est constitué par les réflexions vraiment de notre presse nationale. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas des gens excités. Vous savez, dans la sous-région, je ne cite pas de pays. Je voyage beaucoup, je dispense des enseignements dans ces pays, mais je leur dis toujours, votre presse est en dessous de la moyenne. C'est une presse vindicative, qui est rancunière, qui est guerrière, va-t-en-guerre. C'est pas ça le journalisme. Alors, professeur, les patrons d'organes, en tout cas à plusieurs reprises à des rencontres auxquelles j'ai participé, estiment que c'est un classement flatteur parce que derrière ce classement, on ne regarde pas la situation actuelle des organes de presse au Burkina, qui pour la plupart ont du mal, entre griffes, à joindre les deux bouts. On a assisté même à la disparition de certains gros titres. On peut citer l'Indépendant ne paraît plus, Gigi, le journal de jeudi ne paraît plus. Doit-on s'en émouvoir de voir en tout cas ces difficultés économiques ou bien c'est une sélection naturelle? Écoutez, vous savez, il faut qu'on sorte de ce type de jérémiade. Parce que nous sommes dans un contexte libéral. La presse, en étant tout à fait spécifique, est en même temps une entreprise privée. Bon, qui est dans le régime de concurrence. Évidemment, les meilleurs survivront. Et les moins bons, évidemment, sont appelés à disparaître. C'est difficile à dire, mais il faut aussi que les gens réfléchissent sur les conditions de création d'un organe de presse.
On ne peut pas se lever parce qu'il y a des facilités de création aujourd'hui avec les nouvelles technologies. On crée son journal et puis on dit bon voilà, etc. Non, il faut que les gens apprennent à créer les conditions socio-économiques. Créer des entreprises. Des entreprises au sens le plus complet du terme, avant de s'engager. Autrement, on va rester dans le caractère un peu informel, artisanal, et après on s'étonne que ça ne marche pas. Donc il y a aussi un effort à faire. Et souvent les journalistes, vous savez, ont ce défaut, et je le sais très bien pour faire partie de cette famille de pensée et de métier, c'est que les journalistes n'aiment pas tellement se remettre en cause. Et lorsque vous les critiquez, ils sont allergiques à toute critique à leur égard. Mais il faudrait qu'ils acceptent vraiment de se remettre en cause et de créer de meilleures conditions pour exercer la profession. Et actuellement, on a donc l'explosion des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on assiste donc à ce qu'on appelle le journalisme spontané. Voilà, tout le monde est journaliste aujourd'hui. Est-ce que c'est un contexte où le journaliste traditionnel est menacé? Bon, menacé, bon, traditionnel, s'il est bon, il ne sera jamais menacé. Le bon journaliste survivra. Pourquoi? Parce que le journaliste, c'est quelqu'un qui a un label. C'est-à-dire une information donnée par un journaliste est une information labellisée. Mais une information distillée à travers les réseaux sociaux, c'est une information qui ne peut pas être citée de façon sérieuse par des personnes sérieuses et par des institutions sérieuses. Vous avez n'importe quel type d'information qui circule, mais ce que le journaliste doit faire, c'est lorsqu'il voit des informations qui circulent, qui pilulent sur les réseaux sociaux, s'il trouve le thème intéressant, le sujet intéressant pour la société, il peut alors s'en saisir, mais c'est pour vérifier lui-même la véracité de cette information avant de l'exploiter, de la porter à la connaissance du public. Alors, professeur, une question. Aujourd'hui, quand on marche avec son téléphone, son smartphone, on reçoit les informations. Voilà, pratiquement toutes les minutes, il y a des alertes qui viennent. Est-ce que le citoyen d'aujourd'hui, en 2018, est mieux informé que le citoyen d'avant la révolution numérique? Moi, je vous dirais que mieux informé, je ne dirais pas cela. Je dirais que sur le plan quantitatif, il reçoit plus d'informations. Mais sur le plan qualitatif, ce n'est pas évident. Parce qu'il reçoit des informations émanant de toutes sortes d'horizons, toutes sortes de pôles d'émission de messages. Et ce n'est pas sûr que la qualité accompagne toujours la quantité de ces messages qui sont distillés à travers les réseaux sociaux. On parle actuellement de surabondance d'informations au niveau des citoyens, mais un citoyen qui est abondamment ou surabondamment informé n'est pas forcément un citoyen bien informé. Pourquoi? Parce qu'il devient de plus en plus difficile de faire un tri entre la bonne information et la mauvaise information. Donc finalement, on peut même être piégé par cette surabondance d'informations. Alors, professeur, on va évoquer les questions d'actualité à présent, en commençant bien sûr par le combat qui se mène actuellement au Burkina Faso contre l'insécurité et le terrorisme, avec les mauvaises nouvelles, en tout cas qui sont pratiquement quotidiennes. On sait que le terrorisme, c'est également une guerre, disons, de communication. Pour les journalistes, comment éviter de faire l'apologie du terrorisme tout en essayant de satisfaire le droit du public à l'information? Ah, ça, c'est une question intéressante parce qui est purement d'actualité. C'est vrai que ce que vous appelez terroriste, lui-même refuse qu'on l'appelle terroriste. Parce que ça dépend de quel côté vous vous situez. Donc, le premier piège que le journaliste doit éviter, ce sont les pièges sémantiques. Alors, en vertu de quoi est-il terroriste? Je vous donne un exemple. Lorsque, par exemple, les Palestiniens attaquent les Israéliens, pour les Israéliens, ce sont des terroristes. Mais pour les Palestiniens, ils ne sont pas des terroristes. Ce sont des gens, des patriotes. Qui se battent pour une cause. Qui se battent pour une cause. Donc déjà, il y a une vigilance sémantique qu'il faut avoir quand on est journaliste. Sommes-nous dans le cas du terrorisme? Est-ce qu'il s'agit du djihadisme? Vous savez, ce sont des concepts qui sont discutés. Parce que certains estiment que notre humanité
connaissent une sorte de dérive morale. Une dépravation. Une dépravation généralisée. Et il y a des gens qui pensent que pour corriger et refaire le monde, il faut faire le djihad. Pour instaurer des valeurs morales comme étant un ordre moral qu'il faut imposer. La guerre sainte. En quelque sorte. Même si sainte, on ne sait pas. Mais en tout cas, qu'il faut en tout cas s'imposer de cette manière. Bon, donc vous voyez déjà, c'est ce piège-là qu'il faut éviter. Parce que dans cette guerre qui ne dit pas son nom, qui est plus asymétrique comme on dit souvent, qui est plutôt une guerre, on va dire, souterraine, vous avez des trafiquants à l'intérieur, de véritables bandits aussi à l'intérieur, mais vous avez aussi des mercenaires. N'oubliez pas qu'à l'heure actuelle, on assiste à ce que je pourrais appeler l'impuissance de la puissance militaire. Et lorsque les gens critiquent, ils oublient une chose, c'est qu'aujourd'hui, la force brutale n'est plus opérationnelle. Vous pouvez regarder le cas des États-Unis. Ce n'est plus une guerre conventionnelle où c'était infanterie contre infanterie. Non, c'est fini ça. Avec un terrain de combat bien défini. C'est fini. Puis bon, voilà. Donc aujourd'hui, la guerre prend d'autres formes. Et lorsque les gens prétendent que pour imputer la responsabilité à telle personne ou tel système, etc., c'est une analyse de courte vue. Parce qu'aujourd'hui, les grands États qui se respectent passent même par des sociétés privées de guerre. Parce que vous pouvez, si vous avez beaucoup d'argent aujourd'hui, vous pouvez confier la guerre à une société privée qui va recruter des mercenaires pour faire la guerre pour vous. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde. Donc, dans notre zone, qui est devenue une zone chaude par les évolutions socio-historiques, nul ne peut imputer la responsabilité à qui que ce soit. Ça, il faut faire attention par rapport à cela. Alors aujourd'hui, quand on est journaliste, tous les jours, il y a des attaques. Alors, doit-on relayer ces informations, professeur? Ah si, moi je pense qu'il ne faut pas non plus que le journaliste devienne complice par son silence, en refusant d'informer les citoyens qu'il y a eu une attaque. Ça, c'est un devoir d'information qui est sacré pour le journaliste. Il doit le faire. Il doit le faire parce qu'un citoyen, quand il est informé, il est aguerri. Et vous savez que l'information, c'est ce qui conduit à la vigilance, au renforcement des capacités. C'est par l'information qu'on atteint même la maturité et qu'on acquiert la compétence et le savoir-faire, le savoir-être, etc. Donc, il faut absolument, c'est un devoir, il faut le faire. Mais simplement, en le faisant, il faut s'en tenir au strict minimum permettant aux citoyens de savoir ce qui s'est passé. Là où le risque existe, c'est quand il veut entrer dans certains commentaires glissants, qui pourraient alors être une sorte d'apologie pour ceux qui sont à la base de cela. Donc il faut faire attention. Alors, professeur, ce week-end, ce samedi, donc, il y a eu la marche de l'opposition. L'opposition, il faut dire que c'est la première marche depuis l'arrivée au pouvoir du mouvement pour le progrès, le MPP. Est-ce que ce n'est pas un nouveau pas de franchi aujourd'hui dans la confrontation entre la majorité et puis l'opposition? Oh, j'espère que non. Simplement, pour moi, cette manifestation, c'est le signe d'une expression démocratique qu'il faut saluer, parce qu'aujourd'hui, évidemment, la liberté, elle est augmentée par rapport à la liberté qu'il y avait sous le régime du président Compaoré, qui, lui, avait une autre stratégie, c'est-à-dire qu'il a travaillé plus à se faire craindre qu'à se faire aimer. Parce que c'était le seul moyen pour lui de pérenniser son pouvoir. D'ailleurs, en 1987, il l'a dit, je mettrai fin au coup d'État dans ce pays. Il a réussi son pari. Je crois qu'il faut le lui reconnaître. Il a mis en place un système organisationnel qu'il a mis à l'abri avec le régiment de sécurité présidentielle. Donc, il a pris les dispositions. Donc, c'était différent. Aujourd'hui, nous avons un civil, totalement civil, qui est au pouvoir, avec une liberté d'expression qui est bien augmentée, ça il faut le reconnaître, ce qui fait que bon, chacun peut s'exprimer, parfois même sans limite, mais les gens s'expriment quand même. Mais c'est l'opportunité, parce que c'est ça qui a fait débat autour de cette marche, au moment où on réclame une union sacrée. Est-ce que vous comprenez un peu cette récrimination faite à cette marche? Moi, je dirais une chose. Sous l'angle de la communication, on va rester sous cet angle-là. Moi, je dirais que l'opposition, et si vous voulez, je donnerai mon avis également sur la communication
la majorité présidentielle. Mais la communication de l'opposition, entendue au sens où on l'a vu à travers le CFOP et tout ça, il y a un problème. D'abord, je trouve que la communication, ça m'a un peu surpris, parce que quand je regarde toutes les intelligences qu'il y a dans ce grand ensemble qui constitue l'opposition, je suis surpris de voir que la conception de la communication a comporté beaucoup de faiblesses. D'abord, lorsque vous faites une communication politique, il faut définir un axe de communication. Or, ce qui s'est passé, on a vu qu'il y avait plusieurs axes de communication. On voulait à la fois lutter contre la corruption, on veut à la fois lutter dénoncer contre la gestion chaotique, la gestion chaotique du pouvoir, l'incapacité également sur la question de la sécurité, et puis ensuite soutenir les FDS. Alors, en communication, c'est une grande maladresse. Parce que lorsque vous surchargez les axes de communication, vous surchargez en même temps les messages, vous créez ce que nous appelons un bruit. C'est-à-dire que le décodage, la compréhension du message central sera difficile. On ne sait plus finalement quel est l'objectif qui est poursuivi par cette marche. Donc ça peut même démobiliser certaines personnes. Ils ont voulu ratisser trop large et qui embrasse trop mal et très. Et je crois qu'il aurait été peut-être plus adroit de se focaliser en tenant compte du contexte à une marche pour soutenir par exemple les FDS dans cet effort de guerre. Je crois que ça aurait été beaucoup plus consensuel, plus rassembleur et tout cela. Mais chaque fois, il faut tenir compte du contexte. Et là aussi, il faudrait que on puisse... Et le problème aussi que l'opposition peut avoir aussi, c'est que la communication est complexe, on n'a pas beaucoup de temps pour développer tout ça, c'est qu'il faut savoir qui sont les porteurs de messages. Parce qu'en communication, ce n'est pas seulement le discours. L'individu lui-même constitue un message. Lorsque vous parlez de la corruption, il faut qu'on sache qui va être le porteur de message contre la corruption. Si le porteur de message lui-même a des antécédents qui ne sont pas de la plus grande transparence, vous comprenez que votre communication devient incongrue et forcément, il n'y a pas d'effet au niveau de la société. Alors ça m'amène à vous poser une autre question, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le CFOP, c'est une grande alliance de partis de l'opposition aujourd'hui. L'UPC, qui était en tout cas le parti opposé à l'ancien parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, les deux partis aujourd'hui marchent ensemble. L'insurrection n'est pas si loin dans l'histoire récente du Burkina. Est-ce que ça ne pose pas un problème de cohérence de discours politique? Est-ce que, au sujet de l'opinion, ça ne peut pas discréditer les acteurs politiques? Alors, absolument. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'opposition a mal à sa communication politique. Pourquoi? Parce qu'elle évolue dans une communication paradoxale. C'est-à-dire, lorsque vous dites, par exemple, le régime en face, il n'y a pas de changement. Alors, et à votre droite ou à votre gauche, vous avez les tenants du non-changement. Alors, qui sont vos alliés? Ça s'appelle une communication paradoxale. Parce que la communication ne se situe pas seulement au niveau du discours. Même la manière dont nous sommes habillés, vous et moi, c'est de la communication. Lorsque le président Roch porte son faso d'Anfani, il émet des messages. Il veut dire, je porte ce que mon pays produit. Donc la communication est tellement multiforme que les acteurs politiques doivent faire attention. Ce que je dis est également valable pour la communication de la majorité présidentielle, qui a un autre problème pour sa communication. C'est que c'est une communication qui manque d'aspérité, qui manque de relief pour accrocher. Pourquoi? Parce qu'il leur faut faire une communication de différenciation avec l'air comparé. Et cette communication de différenciation n'existe pas. Ça fait qu'il est aisé de dire qu'il n'y a pas de changement, même quand il y a le changement n'est pas dit. C'est un peu les mêmes méthodes. Voilà, donc il faudrait qu'ils trouvent un axe de communication axé sur le changement et qu'ils puissent sortir, j'allais dire, de cette attitude ankylosée, parce que leur communication est ankylosée. C'est-à-dire qu'il y a du plomb dans les ailes de cette communication. C'est comme si il manquait à la majorité présidentielle le courage de communiquer contre le CDP. Peut-être que c'est le poids de l'histoire, peut-être que c'est le poids des relations antérieures, mais en tout cas, il faut s'affranchir de cela pour que, dans l'opinion, on voit réellement qu'il y a
une sorte de changement. changement. Alors, professeur, l'actualité cette semaine, c'est également la sortie du président de la CENI, Newton Ahmed Bahri, qui contre-attaque. Donc, après donc, les récriminations à lui faites par des membres de la CENI, des commissaires, on voit que le linge sale est en train de se laver, en tout cas sur l'espace public, au niveau de cette institution chargée d'organiser les élections au Burkina Faso. Quelle est la lecture que vous faites un peu de cette confrontation à l'intérieur de la CENI? Alors, je trouve ça regrettable parce que ça affaiblit les institutions. Et je crains que ça ne soit pas la seule institution où l'on aura des cas de figure comme ça à gérer. Je crains fort que ça ne soit pas la seule institution. Cela m'amène à dire une chose. Lorsque les dirigeants, les représentants des partis politiques, des différentes communautés veulent désigner des personnes, des membres pour des structures, je pense qu'il faut réfléchir par 7 fois avant de désigner les personnes, en tenant compte de beaucoup de facteurs. Malheureusement, la désignation des membres, dans bien des cas, cette désignation se fait un peu... Est-ce que c'est le cas ici? À la va-vite. Écoutez, je ne serai pas aussi catégorique, mais ce que j'ai dit, c'est d'une manière générale, il est souhaitable qu'on passe chaque individu au scanner. Parce qu'on n'est plus dans les temps passés. Aujourd'hui, les gens ont besoin de transparence. Parce que c'est la société de transparence. Et c'est parce que la civilisation du numérique, qui explique d'ailleurs l'évasion de tous ces discours, de ces conflits internes sur la place publique, nécessite que de plus en plus, nous cherchions à trouver des gens qui soient en tout cas les plus transparents possibles et les plus mûrs possibles. Parce que certaines structures, en désignant leurs représentants, n'ont pas toujours tenu compte de la maturité de certains membres qu'ils ont proposés. Et quand les gens ne sont pas totalement mûrs, évidemment, ils ne savent pas gérer l'information. Parce que la gestion de l'information est un critère de maturité. Alors, professeur, nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire et universitaire. C'est une question qui vous intéresse, je suppose, au plus haut point. Alors, l'université au Burkina Faso, depuis de longues années, se trouve, disons, dans le creux de la vague, avec des années qui se chevauchent, avec des étudiants qui passent 5, 6, 7 ans pour ne serait-ce que faire la licence. Aujourd'hui, à l'orée de cette rentrée, quelle doit être la priorité selon vous, professeur? Oh, c'est toujours les mêmes priorités, mais il faudrait qu'il y ait plus d'engagement. Mais vous savez, malgré tout ça, vous savez, le Burkina, c'est un pays très charmant, très spécifique. Malgré ces dysfonctionnements, ces retards à répétition, vous savez que nous sommes encore classés. C'est la première des universités également francophones, il faut le dire. Hein. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que la qualité y est toujours. Ah non, la qualité y est toujours, parce qu'il y a des hommes de qualité, des femmes de qualité dans cette université. Et on a des étudiants de qualité. Mais évidemment, il y a toujours des troubles-fêtes, quelques politicards qui passent le temps plus à revendiquer qu'à travailler et qui paralysent le système. Ben, il va falloir que de façon éclairée, des décisions soient prises simplement pour qu'on puisse vraiment avancer. Sinon, vouloir utiliser la liberté pour bloquer le processus, ce n'est pas du tout intéressant. Et il faudrait que certains de mes collègues ne s'inscrivent pas dans ce genre de processus, quoi, parce que tout simplement, pour qu'on puisse avancer, voilà, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez espoir qu'on puisse ramener, par exemple, l'année académique, en tout cas, entre griffes à bonne date? Je pense que si ça continue comme ça, je pense que la rentrée 2020, tout sera tout à fait normalisé. J'en suis convaincu. À ce rythme? À ce rythme. Bien sûr, s'il n'y a pas de grève. Ouais, s'il n'y a pas de grève, et bon, il faut espérer que non. Il y a le système LMD également qui est décrié à l'université. On a beaucoup qui estiment qu'on a mis les charrues avant les bœufs. Oh, les gens ont tort. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un changement, il y a toujours des conservateurs qui s'opposent. Bon, il y en a qui se sont saisis de cette affaire pour en faire un combat politique, tout simplement parce que paralyser le système affaiblirait le système politique dans son ensemble, mais c'est une mauvaise querelle. Je crois qu'il nous faut aller de l'avant. On ne peut pas s'isoler de l'évolution du monde. Alors, professeur, il y a le master. On a vu cette année les étudiants en économie qui estiment que le master, en tout cas vers lequel on s'achemine, ça va être compliqué parce que c'est très sélectif. Et donc, tout le monde ne pourra pas accéder. Moi, je vous assure que quand vous parlez sélection, moi j'en fais ma religion. Je ne suis pas pour le populisme
Et moi, je suis pour la sélection parce que, bon, ici, ils échouent pour cette option, ils peuvent réussir dans une autre option. Mais on ne peut pas favoriser la médiocrité. Il faut qu'on soit réellement sélectif. Et Les puis, meilleurs, les meilleurs. on retient les meilleurs pour poursuivre. Ah, je suis pour ça et je sais que sur ce point-là, je suis assez combattu, mais je suis fier de rester pour la sélection. Et je mourrai avec cette conviction que seule la sélection permet d'avoir des qualités meilleures. Même au niveau des jeunes, c'est pareil. Au niveau des semences améliorées, c'est pareil. Au niveau des individus, c'est pareil. Si vous êtes médiocre, on ne va pas vous ouvrir toutes les portes. Ça devient la médiocratie généralisée. Et c'est ça qui pose le problème en Afrique. Et ça, c'est pas du tout intéressant. Professeur, on va évoquer à présent l'actualité internationale. Côté de nous, la Côte d'Ivoire, la volonté d'aller au parti unifié RHDP, en tout cas créer donc toutes ces tensions avec le PDCI qui exigeait donc l'alternance, qu'on le dise ici et maintenant, qu'en 2020, c'est un candidat du PDCI qui allait donc être soutenu par l'Alliance. Alors comment vous regardez un peu, en tout cas, toute cette agitation politique? Bon, moi, ça m'inquiète, je vous dirais très franchement que ça m'inquiète, parce que vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays qui compte beaucoup pour le Burkina Faso. Nous avons peut-être 4 millions au moins de nos ressortissants qui y vivent. Et la stabilité en Côte d'Ivoire a des conséquences directes sur la situation dans notre pays. Donc il faut souhaiter qu'un compromis soit trouvé entre les acteurs politiques. Alors c'est un conflit d'égos, des égos personnels qui s'affrontent. Et c'est malheureux que souvent dans l'histoire politique africaine, les égos s'affrontent de cette manière. Les affrontements de volonté sont légitimes, mais ils doivent se faire avec pour souci de sauvegarder l'intérêt supérieur du pays. Et j'ai des craintes quant à ce qui pourrait se passer en 2019 en Côte d'Ivoire, selon mes analyses, mais on va espérer que la raison va l'emporter. Sinon, ce serait encore un autre inconvénient majeur dont les conséquences seront regrettables pour notre pays. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Parce que quand on regarde entre Alassane Ouattara et puis le président Bédié, il y avait donc cette alliance aujourd'hui. C'est carrément, ça relève du passé. On a plutôt l'impression que le PDCI se rapproche plutôt du FPI. Bon, il est évident qu'il y aura une nouvelle alliance, une alliance sacrée, peut-être plus large, qui va se faire probablement contre le RHDP. Mais il appartient à ceux qui sont au pouvoir, et on va leur faire confiance jusqu'à preuve du contraire, d'utiliser toutes les intelligences ivoiriennes. Et Dieu seul sait que c'est un pays qui regorge d'hommes et de femmes de grande intelligence pour trouver un compromis existentiel durable pour ce pays qui constitue quand même le moteur de la sous-région. Alors plus loin de nous, notamment donc à New York, se tient la 73e Assemblée Générale des Nations Unies. On a encore assisté à des passes d'armes, disons, entre grands leaders de ce monde, le président américain Donald Trump, qui estime que l'Iran aujourd'hui est le pays qui est le nid, disons, du terrorisme aujourd'hui. Alors l'unilatéralisme qui est en train de revenir en force. Alors comment vous regardez un peu tous ces débats, toutes ces joutes à cette échelle-là? On a l'impression que on s'amuse un peu avec... non, il est évident que les Nations Unies, comme disait le général de Gaulle, ce machin, bon, en réalité, n'a plus vraiment sa raison d'être, si on veut bien voir. C'est devenu, on va dire, vraiment un machin dans les mains de quelques pays, qui eux-mêmes d'ailleurs ne s'entendent plus, comme par le passé. Et je crois que l'ONU est appelée à faire la preuve de son impuissance au fur et à mesure qu'on va avancer. L'unilatéralisme est en train de reprendre de la force, tout simplement parce que les égoïsmes nationaux sont en train de s'éveiller et les gens sont contre l'internationalisation, si vous voulez, à la fois de l'économie et de la culture. Il y a des poches de résistance, de l'irrédentisme qui se développent. Et tout cela fait qu'on a toutes les raisons de s'inquiéter de l'avenir de ce monde-là. Des tensions entre les États-Unis et la Chine,
des tensions entre les États-Unis et la Russie, tensions entre les États-Unis et l'Europe, qui était quand même un allié de longue date. Non, il y a une dislocation, si vous voulez, des alliances antérieures. Parce que les États-Unis, sous Obama, avaient développé une politique qui consistait à quitter l'Atlantique pour aller vers le Pacifique. Mais aujourd'hui, Donald Trump essaie de faire le contraire. Il ne veut plus. Alors que, à mon avis, si j'observe, je trouve que c'est une erreur de stratégie. Parce qu'en réalité, demain, la puissance du monde se trouvera en Asie. C'est sûr qu'en 2025, par exemple, la Chine sera la première puissance mondiale, pratiquement dans tous les domaines. Et sur le plan technologique, c'est acquis qu'en 2025, ce sera la première puissance technologique. Or, aujourd'hui, quand vous êtes la puissance technologique, ben, vous gérez pratiquement et l'économie et la culture, et à travers cela, les pensées. Donc, forcément, il faut que les États-Unis comprennent que le monde a évolué, parce que l'ancien monde ne peut plus être opérationnel. Et il faut aussi vous dire que la Russie est une grande puissance, avec un président qui a un peuple assez particulier. Vous savez que les Russes aiment les pouvoirs forts, parce que le Russe est convaincu que, en fait, la Russie est une terre sainte qui est bénie de Dieu. Et il pense que Dieu lui-même a du sang russe. C'est ce que pensent tous les citoyens russes. Donc ils sont fiers de leurs leaders, ils aiment des leaders forts. C'est pourquoi Poutine peut également s'installer, si vous voulez, dans une résistance sans aucune crainte, avec le soutien de sa population. Professeur, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci encore pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, sur la brèche ce soir, c'est fini. Merci pour votre attention et à dimanche prochain pour un autre numéro.